Avec Adriane, nous avons une mission délicate aujourd'hui. Je dirais même une mission gourmande. Salut, bienvenue dans Xenius. Bienvenue à vous. Ça fume, ça brûle. On ne doit pas chasser que les abeilles avec ça. Les hommes aussi. Parfait. On est bien protégés là, non? Ça va? Allez, c'est parti. Chères abeilles, nous voilà. Il peut être très clair, jusqu'à brun foncé, liquide, crémeux, cristallisé, mais toujours bien sucré. Les abeilles en font provision pour se nourrir et grâce aux apiculteurs, il est devenu un de nos aliments préférés. Voyons comment le miel est fabriqué et ce qu'il contient. Attention, âme sensible, vous feriez mieux de passer votre chemin, car vu de près, la production du miel est très peu ragoûtante, mais elle n'en est pas moins fascinante. Bien sûr, l'histoire commence avec des abeilles et des petites fleurs. Ces demoiselles butinent leur délicieux nectar et le stockent dans une poche interne appelée jabot. En même temps, elles récoltent du pollen pour nourrir les petits de la ruche. Mais pendant ce temps, d'autres abeilles s'aventurent en forêt. Là, pas une fleur à l'horizon, mais elles trouvent du sucre ailleurs, dans le miella. Un joli nom qui désigne en fait les déjections des pucerons. Les abeilles s'en remplissent aussi le jabot. Ensuite, toutes les abeilles se rejoignent dans la ruche. Elles déposent d'abord le pollen dans les alvéoles, puis elles régurgitent leur butin, le nectar ou le miella. Puis, leurs collègues de la ruche l'avalent et le régurgitent à leur tour, puis le passent à l'ouvrière suivante. Et il se produit là quelque chose d'étonnant. En mêlant leur salive au nectar et au miella, les abeilles y ajoutent des enzymes. Par réaction chimique, le saccharose se scinde aussitôt en fructose et glucose. Et la durée de conservation du mélange s'allonge à mesure qu'il passe d'un estomac à l'autre. Ce n'est pas tout. D'autres enzymes décomposent le glucose et une partie se transforme en eau oxygénée qui désinfecte le miel en tuant les bactéries indésirables. Enfin, les abeilles sèchent le liquide pour qu'il ne fermente pas. Le miel arrive à maturité quand sa teneur en eau est inférieure à 18%. Bon appétit! Si les abeilles sont de vrais pros de la fabrication du miel, Adriane et Émilie, eux, sont de parfaits débutants. On va toquer gentiment. On est là. Émilie, j'y vais, tu crois? Je vais t'aider, ok? Tout doucement. Tu vois déjà quelque chose? Non, elles ne sont pas encore là. Quoi? Ah d'accord. Attends, j'entends quelque chose. Je commence à me dire qu'on a tout faux. Oups! Laissons-les se calmer déjà. C'est un sacré choc pour elles. Oui. Prête? Oups! Bonjour, petites abeilles. Comme elles sont calmes. Elles sont toutes paisibles. Regarde-moi ça. Est-ce qu'elles réagissent à la fumée? Oui, elles n'aiment pas ça, regarde. En effet. J'essaie de le décoller un peu, ok? Ah, regarde. Un autre outil. Ça marche? Ah, il a l'air bien rempli.
Je crois qu'elle n'aime pas trop ce que je fais là. Je vais le sortir. Il est tout petit ce rayon de miel. Je peux peut-être le soulever comme ça, tout doucement. Et l'autre côté? Oui, regarde. Il en reste quelques-unes dessous. Prêt? Oui, On le met là-dedans. Il y a encore une abeille là. oui, il en reste une. Elle nous surveille. Ok. On ferme. Génial. Si on continue comme ça, on aura du miel l'an prochain. Heureusement, Angelika Gottschall est là pour donner un coup de main à Adrian et Emily. Elle est apicultrice et dirige cette ferme-école située à une 50aine de kilomètres au sud de Francfort. J'ai une première question. Cette fumée est assez incommodante. On en a vraiment besoin? Plus maintenant, non. On peut s'en débarrasser. Ah, parfait. À quoi ça sert en fait? La fumée fait croire aux abeilles qu'il y a un feu quelque part. Du coup, elles descendent faire le plein de miel avant de s'envoler. Mais quand la fumée disparaît, elles comprennent vite que ça ne brûle pas pour de bon. C'est pas très sympa. Les abeilles ont travaillé dur pour fabriquer leur miel et nous, on le leur vole. Je m'attendais à ce qu'elles soient un peu plus agressives. C'est l'excédent qu'on récolte. Les abeilles sont comme les hamsters. Elles font des tas de provisions et elles en ont toujours beaucoup plus que ce qu'il leur faut. Que penses-tu de notre travail? On a fait ce qu'il fallait ou on a tout faux? Il faudrait juste aller un petit peu plus vite. Ok. Il faut toujours bien ramener les abeilles vers la ruche. C'est qu'on ne veut pas leur faire de mal. Ce balai est très doux. Ça ne leur fait pas mal. C'est une caresse pour elles. Ah, d'accord. Tu le prends? Oui. Ok. Un peu plus vite alors. Il y a combien d'abeilles dans une caisse comme ça? En été, elles sont jusqu'à 60 000. Waouh! Je te le donne. Tu veux bien le tenir? Regarde, comme ça. Tu peux l'écarter un peu aussi. Et tu y vas. On peut récolter combien de miel là-dessus, à ton avis? Il y en a à peu près 2 kilos par rayon. Voilà. Et tu replaces vite le couvercle. Les abeilles le remplissent en combien de temps? Ça va assez vite. Chaque voyage permet à une abeille de produire à peu près 5 microgrammes de miel. Ah, Et quand elles sont 60 000 par ruche, comme la plupart sont des butineuses, ça va vite. Bon, moi je ferai pas ça sans protection. moi non plus, c'est sûr. Pourquoi? Qu'est-ce que vous craignez? Je serais un peu trop impressionnée, je crois. Tu le fais sans protection? Normalement, oui. Quoi? Un instant. Et voilà la courageuse Émilie. Tu fais comment? Oh, après tout, peu importe si je me fais piquer. Ne t'inquiète pas. Ça chatouille, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les attirer davantage? Si tu te mets une goutte de miel là, elles vont rappliquer. Bon, allez, j'ose. Moi aussi. Je commence à avoir chaud dans cette tenue. Il faut dire qu'on s'est bien couvert. Ok. De l'air. Waouh! Ça ne fait pas le même effet quand elle bourdonne directement autour. Et maintenant, Ça y est, on a récolté le miel. c'est le moment de le goûter. Pas vrai? Avec plaisir. Bon, alors Émilie, je te propose de rejoindre mon mari, Klaus. Avec lui, tu pourras désoperculer les cadres et passer le miel à la centrifugeuse. Et nous, on va préparer les abeilles pour l'hibernation. Ok. On va les installer pour l'hiver. À première vue déjà, tous les miels ne se ressemblent pas. Leur couleur et leur consistance varient, et leur goût aussi. Mais tous contiennent à peu près 80% de sucre de différents types et idéalement 17% d'eau. Dans les 3% restants, on trouve notamment des protéines, des enzymes, des minéraux, des vitamines et des combinaisons de couleurs et d'arômes.
À Brême, le plus grand laboratoire d'études du miel d'Europe en analyse 60 000 échantillons par an. On y teste sa qualité, ses composants et son goût. Les miels très riches en fructose et moins riches en glucose ont tendance à rester liquides plus longtemps. Le glucose a plutôt tendance à cristalliser rapidement. Ce n'est pas la seule différence entre le fructose et le glucose. Le fructose a un pouvoir sucrant bien supérieur. C'est pourquoi les miels d'acacia, très riches en fructose, paraissent très sucrés, alors que les miels de colza, qui contiennent relativement peu de fructose mais beaucoup de glucose, semblent moins sucrés que l'acacia. Le robinier faux acacia, très généreux en nectar, vient du continent américain. Mais on le trouve de plus en plus en Europe. Le miel issu de ces fleurs, ainsi que d'autres miels dits monofloraux, sont sur le banc d'essai. Conformément à la directive européenne, ces miels doivent provenir majoritairement des fleurs ou plantes correspondant à l'origine indiquée. Une partie de l'analyse est purement sensorielle. On évalue l'odeur, l'apparence, la couleur et la saveur du produit sans aucun outil. D'une part, le goût du miel vient du nectar, ou du miela, qui lui donne une saveur de base. D'autre part, il dépend des processus de transformation dans la ruche, de la salive des abeilles, de l'apport d'enzymes, et puis de la transformation chimique du miel lui-même par les différentes enzymes, ou encore d'autres réactions chimiques. On passe ensuite à l'analyse des pollens. Le microscope permet de déceler non seulement l'origine botanique du miel, mais aussi sa provenance géographique. Pour ça, on identifie les pollens, puis on les compte manuellement. Commence alors l'examen chimique et physique du miel. On lui connaît environ 180 composants naturels différents. Mais les abeilles prennent tout ce qu'elles trouvent dans la fleur, y compris les substances toxiques ou les pesticides. Actuellement, toutes les limites autorisées en matière de pesticides et de médicaments sont fixées par l'UE. Ça veut dire qu'il n'y a plus de seuils nationaux et qu'ils sont identiques pour les 28 États membres. Ce laboratoire sert à l'autorégulation de l'industrie agroalimentaire, car c'est aux vendeurs de miel de garantir que les limites légales sont respectées. En Allemagne comme en France, l'État procède uniquement par échantillonnage aléatoire en cas de soupçon. L'Europe a les normes les plus strictes en matière de sécurité alimentaire. C'est connu dans le monde entier. Nous sommes les leaders mondiaux. Et je pense que ce réseau est relativement sûr, même s'il peut y avoir des failles de temps en temps. Le risque zéro n'existe pas. Le miel est un produit naturel, en effet. Et la nature n'est malheureusement pas à l'abri des substances nocives. On voit bien là, comme le miel est liquide. Il ne l'est pas toujours autant quand on l'achète. Mais pur, il est vraiment liquide. Oui, sa vitesse de cristallisation dépend de sa teneur en glucose. Les miels de printemps, le colza par exemple, sont très riches en glucose et se solidifient en 2 à 3 semaines. Mais les miels que nous récoltons plus tard, comme le miel de sapin, d'épicéa, de fenouil ou d'acacia, sont très riches en fructose et restent liquides pendant des mois. On n'a fait qu'un côté du rayon jusque-là. Il faut le retourner maintenant. C'est lourd, dis donc. Ta femme nous a dit que ça faisait 2 kilos. Oui, il y a environ 2 kilos de miel dans un rayon. Ça représente combien d'abeilles? Comment ça se calcule? Les abeilles doivent faire 50 000 voyages pour rapporter 1 livre de miel.
Autrement dit, pour l'équivalent d'une dose de miel sur tes tartines le matin, une abeille doit parcourir 3000 km à peu près. Quel boulot! Pendant ce temps, Angelika Gottschall et Adriane installent les ruches pour l'hiver. C'est quand la dernière récolte de l'année? Dans notre région, à la mi-août, au plus tard. Ok, et pourquoi en été? Parce qu'elles trouvent encore des choses à butiner. Attention! Mais ce qu'elles récoltent à cette période, on le leur laisse. Car c'est avec ça qu'elles constituent leur provision pour l'hiver. Ok, c'est pour ça qu'on peut leur prendre leur miel en été. Exactement. Tu peux fermer? C'est tout à fait ça, on prend juste l'excédent. Voilà, on a fini de désoperculer notre rayon. On peut le mettre dans l'extracteur. Ça sert à quoi? La force centrifuge permet d'extraire le miel, qui se trouve dans les alvéoles. Il s'écoule dans le bas de la machine et ensuite on peut le récupérer en ouvrant le robinet. Tu me passes le cadre? Tiens, voilà. Parfait. Et moi, je continue? Oui, tu peux attaquer le suivant. Je n'avais jamais vu de miel tout frais comme ça. Comme le miel est un produit 100% naturel, les abeilles sont entièrement dépendantes des conditions météo. Est-ce qu'on voit à sa qualité si l'été a été très humide ou très sec? Non, parce que les abeilles compensent ces différences. En cas d'été humide, par exemple, elles enlèvent l'eau excédentaire du nectar. Tout ce qu'on remarque, c'est qu'il y a moins de miel quand il pleut beaucoup, comme elles ne peuvent pas sortir autant. Et voilà. Et maintenant, je le mets dedans? Oui, tu peux y aller. Comme ça. Bon, il n'y a plus de place. Tu rabaisses le couvercle, Je ferme? Et tu appuies sur démarrage. je peux? Bien sûr. Combien de temps ça dure? L'extraction prend 2 à 3 minutes. Et il s'écoule aussitôt? Oui, tu peux jeter un œil. Le robinet se trouve à l'avant. Tu peux l'ouvrir. Et... Oh! C'est super. Voilà donc à quoi ça ressemble. Il est brun doré. C'est déjà mangeable? Il reste quelques particules de cire dedans. Il faut encore le tamiser et après ça, on peut le mettre en vente. Mais si on mange un peu de cire, c'est pas grave. Non, il n'y a aucun danger. Ça colle juste un peu. Oui. Les abeilles la sécrètent naturellement pour construire leur rayon. Mais on ne chauffe jamais le miel, par exemple. Eh bien, chaque miel durcit tôt ou tard. Ça dépend de sa teneur en glucose. Plus elle est élevée, plus vite il épaissira. Une fois qu'il est cristallisé, on peut le chauffer. Mais il ne faut pas dépasser 40 degrés pour ne pas abîmer les enzymes qu'il contient. Ça peut se faire au bain-marie, par exemple. Il se garde plusieurs années? Si le miel est stocké à 15 degrés maximum dans l'obscurité, au sec, dans un espace inodore, les bonnes enzymes se conservent au moins 4 ans. Mais on a déjà découvert du miel dans les tombes des pharaons. Et il était encore mangeable. Simplement, ces enzymes essentielles avaient disparu. Génial, non? Le miel est connu pour son effet antibactérien. Et il pourrait même soigner les maladies nosocomiales résistantes aux antibiotiques. C'est du moins ce qu'affirment plusieurs études sur le miel de Manuka.
Thomas Henle, chimiste agroalimentaire à l'Université technique de Dresde, en Allemagne, étudie les composants du miel. Le miel de Manuka contient une substance appelée méthylglyoxal, le MgO. Nous avons identifié ce composé chimique il y a quelque temps et découvert qu'il était responsable de l'action antibactérienne du miel de Manuka. Le MgO est quasiment absent dans d'autres miels, mais dans le Manuka, il y en a 100 à 500 fois plus que dans les miels conventionnels. Le métabolisme cellulaire produit aussi du méthylglyoxal chez l'homme, mais l'organisme l'élimine rapidement. En revanche, le miel de Manuka est fortement antiseptique et peut aider à la cicatrisation des plaies. C'est pourquoi les aborigènes néo-zélandais l'utilisaient déjà comme médicament il y a des siècles. Il est produit uniquement avec le nectar du Manuka, un cousin de l'arbre à thé, qui ne pousse qu'en Nouvelle-Zélande et dans le sud de l'Australie, car son nectar contient un précurseur du MgO. Le méthylglyoxal n'est pas encore présent dans les fleurs de Manuka. On y trouve un composé appelé dihydroxyacétone, la DHA. Et cette DHA se transforme en méthylglyoxal au cours de la maturation du miel. Et ce processus s'effectue en quelques semaines après la récolte. Ce ne sont donc pas les enzymes des abeilles qui transforment la DHA en MgO, mais une réaction chimique automatique propre à ce miel. Le chimiste va comparer l'effet du miel de Manuka à celui d'un miel conventionnel. Pour cela, il place de la MgO pure, du miel conventionnel et du miel de Manuka dans une culture bactérienne. Puis, il observe le développement des bactéries. Autour de la solution à base de MgO, la croissance des bactéries est nettement freinée, comme le montre la coloration plus sombre. C'est pareil pour le miel de Manuka, en bas à droite. Les miels européens ne soutiennent pas la comparaison. La concentration de MgO dans le miel dépend clairement de la quantité de DHA présente dans le nectar de Manuka. Mais nous ne savons toujours pas pourquoi le miel de Manuka présente de telles concentrations de ce précurseur. On suppose qu'il provient de la dégradation du sucre, du métabolisme des glucides, du glucose. Mais on ignore encore quelle réaction provoque cela et surtout pourquoi de nombreux miels de Manuka en contiennent autant et d'autres beaucoup moins. Si l'efficacité médicale du miel de Manuka n'est pas encore totalement prouvée, on le trouve déjà en Europe comme produit alimentaire et cosmétique. Mais attention, il faut compter une trentaine d'euros pour un petit pot et même plus. Habituellement, c'est extrêmement sucré, mais là... Et il n'est pas très sucré, en effet. C'est ce qui fait sa particularité, je trouve. Il est très doux. Et voilà, je m'en suis mis partout. Il a presque un goût de noix. Tout à fait. D'où ça vient? C'est du fenouil. Du fenouil? Pourquoi ce goût de noix alors? Je pensais que le fenouil avait un goût de fenouil. Oui, mais le fenouil a un arrière-goût de noix. Vous saviez déjà que c'était du fenouil ou vous le reconnaîtriez les yeux fermés? Je le reconnaîtrais les yeux fermés. Mais comment savez-vous que vos abeilles ont fait du miel de fenouil? C'est un hasard ou bien vous les avez aiguillées en quelque sorte? Oui, on les aide un peu, c'est vrai. Nous avons placé des ruches dans un grand champ de fenouil. C'est un des meilleurs miels que nous ayons. Alors tout est maîtrisé? Ou est-ce qu'il vous arrive d'avoir des surprises? On a aussi des surprises parfois, parce que chaque colonie décide où elle veut aller. On ne peut pas toujours les diriger comme on veut. Si les abeilles voient un grand champ de fenouil et qu'il leur plaît, elles y vont. Mais il arrive qu'elles choisissent d'aller tout à fait ailleurs. Et le miel est complètement différent. Mais on le perçoit vite, il n'a pas la même odeur ni la même consistance.
Moi, en tout cas, ce miel au goût de fenouil et de noix me plaît beaucoup. Klaus, Angelika, un grand merci à vous. Oui, merci. Moi aussi, je suis fan de ce miel de fenouil. À la prochaine. On s'est régalé. Salut!